entreprise qui a 100 ans cette année. Nous, notre métier, c'est de s'occuper de la logistique de gros industriels qui font des produits lourds, complexes, qui coûtent cher. Donc c'est la petite et moyenne série, ça va être les Airbus, Chantier Atlantique, Naval Group, Général Electric. Et depuis une douzaine d'années, on a grandi très très vite sur cette niche-là, puisqu'on a triplé notre chiffre d'affaires, on fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est un collaborateur. Alors quel exemple pouvez-vous nous donner justement sur un projet mené par IDEA sur l'intralogistique et qui a donné lieu au déploiement d'une nouvelle organisation? Je sais que vous travaillez avec le cabinet en plus. Oui, en fait, je travaille pas, une personne dans la salle finalement, y compris avec Erwan. Donc juste pour introduire, nous on est plutôt dans les logiques de transformation, c'est-à-dire moi je ne vais pas forcément parler d'innovation, on va partir sur trois matières premières fortes chez nous, ça va être la capacité de nos gars à remettre en cause, enfin à améliorer leurs conditions de travail, et ce qu'on appelle les idées actions. On a 300 idées actions par an de nos opérateurs qui, c'est pas une boîte à idées, ils transforment leur métier, ils bricolent des choses, donc on a cette matière première-là, elle est très très bonne, ça alimente des intuitions, on a les roadmaps de nos clients. Les roadmaps d'Airbus, General Electric, Naval Group sont hyper inspirantes pour savoir sur quel sujet il faut faire adresser la focale. Et on a une autre matière première qui est l'écosystème, avec la plupart des gens qui, notamment, présentaient des démonstrateurs à côté, qui, par des opportunités technologiques, matchent avec les intuitions et les initiatives que nos gars ont prises. Donc dans ce cadre-là, on a juste à côté eu le cas d'un site qui, sur des nomenclatures aéro, fait beaucoup de déplacements pour aller chercher une pièce aéro. Donc le poids du déplacement est très très lourd. Et ce qu'a présenté Erwan sur Scaloc, c'est justement cette occasion-là qu'on a tapé sur l'épaule de Scaloc, qui lui était focus sur un marché du e-commerce, en disant nous on a un problème qui ressemble un petit peu à ça. On a une plateforme qui est toute neuve et sur une petite activité de petites pièces. Globalement, si on vérifie qu'on gagne la capacité, c'est qu'on va gagner 30% de surface. Si on multiplie par le nombre de pickings, et si on s'est déployé en moins de 2 semaines en termes d'opération de chantier, eh ben, nous, on fait banco. Donc ils ont fait des efforts, on a fait des efforts, on a prototypé, on a validé ces 3 facteurs-là, et là, on a pu prendre à témoin aussi notre écosystème, en parler avec Airbus, en parler avec d'autres acteurs. On a aussi accueilli des prospects de Scaloc, ça faisait partie du deal. C'est-à-dire le partenariat avec cette société-là, qui découvrait ce que pouvaient dire leurs solutions dans un environnement industriel. Et à travers une situation conjoncturelle d'Airbus à Nantes, dans le cadre de l'intégration d'Airbus A350, cette solution-là avec laquelle on jouait, physiquement, c'est pas du conceptuel, on a pu dire c'est une solution à une problématique d'Airbus Nantes, c'est nous qui opérons, donc c'est nous qui investissons, c'est nous qui prenons les risques. Et en fait, le ROI s'est fait plutôt sur la gestion du risque du déploiement. En fait. D'accord. Les premières dépenses qu'on a pu faire pour le déployer sur un périmètre relativement petit sur la plateforme, certaines parties prenantes nous engueulaient de mettre du pognon sans avoir de retour sur investissement. Je dis non, mais attendez, ça c'est le prix qu'on est prêt à mettre pour avoir une vraie certitude sur cette intuition-là, en partant de cette intuition-là. Et du coup, ça nous a permis, dans un délai relativement court, en maîtrisant l'ensemble des risques, de faire un déploiement. Et c'est ce déploiement rapide qui couvre largement les dépenses qu'on a pu faire sur cette plateforme de proximité. Alors, quelles sont vos prérogatives en tant que de directeur d'innovation? Alors moi, c'était un des deals, parce que la direction innovation, Guillaume faisait référence à tout d'un coup un patron qui réfléchit et qui veut une direction innovation. Nous, on l'a lancé vraiment officiellement il y a 1 an. Le deal, c'est, quand j'ai pris ce poste-là, ça fait 10 ans que je suis chez IDEA, c'est de dire, moi je veux pas d'équipe dédiée, je veux pas d'armée mexicaine de gens intelligents, je veux pas de budget, c'est-à-dire que vu la vitesse à laquelle les choses vont, je vois pas en quoi, moi, en octobre d'une année, je peux prévoir quelles vont être les dépenses de mars, mai et juin, donc je fais partie d'un codir sans effectif et sans budget, c'est super confort. J'ai les 3 matières premières dont je vous parlais, avec quand même des feuilles de route de nos clients industriels. On est un petit acteur logistique, mais quand on joue avec des feuilles de route de Naval Group ou d'Airbus, c'est quand même assez excitant. Et on a cette capacité de nos opérateurs à être partants. C'est des bricoleurs, on est une boîte de faiseurs, donc de décider assez rapidement au sein d'un codir que ça y est, on y va, on met les 30-40 kg euros pour éprouver la solution, ça marche plutôt pas mal. Alors, comment est-ce que vous arrivez à culturer, on va dire, votre équipe sur ce volet innovation, ou en tout cas sur le fait qu'il s'adapte au quotidien justement aux besoins de vos clients? Alors ça, j'ai pas besoin de leur dire, c'est leur métier de tous les jours. On est dans la prestation de service, on est sur du contract management, c'est-à-dire qu'on est en contrat pour 3 à 5 à 9 ans avec nos clients.
Nos gars ont vraiment le service client au cœur des tripes. Ils ont des métiers de port de charge, etc. Donc tout ce qui peut leur faciliter la vie. On est sur des métiers simples, mais dans un environnement très complexe. Donc tout ce qui est digitalisation pour rendre leur métier plus simple, ils l'ont aussi dans les tripes. Donc ce qu'on a fait, on a juste clarifié 5 axes sur lesquels on considère que ça doit bouger. Je ne vais pas les détailler ici, mais on leur dit, on a un sujet autour de la robotisation, de l'automatisation, on a un sujet autour de la modélisation, réalité augmentée, réalité virtuelle. La modélisation, on a avancé avec le Pascal et avec les l'Etherone sur une première approche et on a développé un modèle numérique pour un client donné. Donc voilà, on définit 5 axes comme ça. Et après, on a des ateliers innovation où c'est des chefs d'équipe, des opérateurs, sur 2 thèmes de ces 5 axes-là. Et on construit et on a des boucles courtes entre l'intuition et la décision. Merci. On va passer la parole donc, à Julia pour un autre exemple de conduite du changement. Julia Dubois, vous êtes ex-directrice de centre de distribution chez Ireco, c'était en Bourgogne, et ça ne s'est pas passé comme prévu, le projet. Vous en rigolez d'ailleurs. Non, effectivement, en fait, il y a environ 3 ans, la direction Ireco a donc décidé de mettre en place en France le système de préparation à la voix, donc un système de voice speaking, un système de casque pour préparer nos produits, alors qu'on était encore sur une technologie papier, donc avec un bordereau de préparation papier. Donc c'est une technologie qu'on associe au contrôle pondéral, c'est-à-dire que grâce au système de préparation à la voix, avec un système de détrompeur, on sécurise le fait de prendre le bon produit dans le rayon de préparation et on ajoute un contrôle du poids du colis. Et là, on va plutôt détecter les éventuelles erreurs de quantité. Donc cette technologie-là, elle avait été mise en place déjà dans une autre filiale chez Ireco, sur un autre site, donc en Espagne. Et donc, logiquement, déploiement en France, sur un site français, des avantages plus bordereau de préparation qui peut enquiquiner les préparateurs quand on travaille avec un produit dans la main. Des gains de rentabilité puisqu'on diminue le nombre de personnel qu'on met à des tâches de contrôle. On y va. On envoie un groupe de collaborateurs en Espagne pour regarder, ça s'est bien passé, tout va bien. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Quels ont été les points de blocage? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'environnement n'était pas le même. C'est-à-dire que le site, les bâtiments, l'ambiance sonore n'était pas du tout la même que sur le site espagnol. La population n'était pas la même. On est en France chez Ireco sur une population qui est plutôt fidèle, avec peu de turnover, mais des gens qui ont plus d'ancienneté, qui sont aussi plus âgés que la population qui existait en Espagne. Donc, pas du tout au niveau social la même ouverture ou la même, sans doute, appréhension des nouveaux matériels. Et puis, un point qui me semble important, c'est facile de dire après coup pourquoi ça a échoué. Au moment où on l'a lancé, on pensait qu'on était dans le bon et dans le vrai. C'est l'implication des locaux. C'est-à-dire qu'un projet, ça ne peut pas être piloté par un siège social, alors que les équipes, elles sont sur le terrain, elles sont locales, elles sont à 500 km. Donc l'implication des locaux, que ce soit pour la gestion du projet, au niveau du management, au niveau des équipes, elle est indispensable. Et là, à ce moment-là, ça n'a sans doute pas été suffisant pour que ça aille au bout et que ce soit un succès. Alors du coup, le groupe décide d'arrêter ce projet et 6 mois plus tard, vous relancez un nouveau projet. Comment ça a été perçu? Et qu'est-ce que vous avez retenu du premier échec? Effectivement, donc un échec comme celui-là, c'est douloureux. C'est douloureux parce que ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et puis, en termes de crédibilité vis-à-vis des équipes, c'est pas facile de reprendre et de remotiver les équipes derrière. Donc, le nouveau projet dans lequel on s'est engagé, les nouveaux projets, parce que mon collègue Yannick en a parlé tout à l'heure, ça concerne l'ensemble des centres de distribution d'Ireco. On a changé complètement l'organisation. On s'est entouré, c'est-à-dire qu'on a été à l'extérieur, ce qu'on disait tout à l'heure, chercher de l'accompagnement via le Pascal notamment et Intralog aussi. Donc voilà, s'entourer de personnes davantage compétentes sans doute dans ces nouvelles technologies en externe. Et puis impliquer, donc créer une vraie structure projet, une équipe projet locale, des groupes de travail locaux. Voilà, ça me paraît vraiment indispensable pour que ça fonctionne bien, que ce soit fluide, qu'on ait de la réactivité face aux difficultés. L'exemple que je donne aussi parfois, c'est quand on a mis en place ce système de casque et de préparation à la voix, on avait des bips intempestifs
qui sonnaient dans les oreilles des préparateurs. C'est insupportable quand on est préparateur d'avoir ces bips. Mais le temps que cette information-là remonte au management, à l'équipe projet, au siège social, et que les équipes informatiques prennent suffisamment en compte l'urgence du point, en fait, pendant ce temps-là, ça dure 3 semaines, 2 mois, 6 mois, on a toujours des collaborateurs qui ont des bips intempestifs dans les oreilles. Ouais. Voilà, c'est vraiment tout ça. C'est agaçant. Tu passes 8 heures avec des bips dans les oreilles. Voilà. Voilà. Vous avez pris Donc vous l'avez géré de manière complètement différente et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai souligné en termes de communication, vous avez communiqué bien en amont pour ce nouveau projet. Tout à fait. On est aussi. Ça c'est important. Voilà. Alors c'est déjà un projet qui s'est construit en local à la base. Donc c'est pas forcément une décision qui est venue d'ailleurs. Et on a choisi d'informer très rapidement les collaborateurs de ce qu'on mettait en place, de ces projets de modernisation qui allaient arriver, même si c'est pas non plus évident, parce qu'on n'a pas toutes les réponses à leurs questions, mais on a fait ce choix de communiquer très en amont pour qu'ils aient le temps d'intégrer, de se faire à ces idées de changement. Ouais. Et ça permet aussi, donc, vous l'avez rappelé, donc, cette implication, c'est aussi un travail collaboratif, puisque c'est leur projet, ils portent leur projet, on est d'accord. Hein. Et c'est un projet qui est actuellement en phase de déploiement. Alors, on est sur le centre de distribution de Digoin, où moi j'ai passé 6 ans. Oui, les travaux doivent démarrer là début 2020, donc on y est. Et sur le site de Vienne, on espère que ça démarrera aussi dans les prochains mois. Alors, on rappelle quand même que vous êtes venu dans la région pour des raisons familiales, que voilà, vous avez peut-être, j'espère, votre CV, vos cartes de visite, parce que vous cherchez dans la logistique. Oui, exactement. Voilà, donc en plus je vous avais promis que je le ferais, hein, c'est l'occasion de réseauter devant tous les professionnels de la logistique sur la région, donc on en profite. Julia, allez top. Merci. Je voulais pas vraiment le dire comme ça, mais je l'ai dit quand même, parce que ça me fait plaisir, si pour moi c'est cadeau. Christiane, on va terminer avec vous. Vous êtes coach conduite du changement, fondatrice du cabinet NU. Je suis un peu taquin de temps en temps. Expliquez-nous votre parcours tout d'abord de coach. Alors, moi d'abord, j'ai travaillé 17 ans dans l'industrie en tant que manager, chef de projet, responsable RH. Et puis, ce que je me suis rendu compte, j'ai beaucoup accompagné les équipes et notamment les managers sur des conduites de changement, des évolutions majeures. Et ce que je me suis rendu compte, c'était que le changement réussissait quand les managers se transformaient, c'est-à-dire quand ils savaient qui ils étaient, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs limites. Et du coup, je me suis formée, j'ai fait 2 cursus de coach pour justement mieux accompagner les équipes et les managers. Et ça c'est intéressant parce que ça revient à ce qu'a dit tout à l'heure Yacine en introduction, à cette image où on pose la question qui veut prendre en charge justement les innovations, etc., le management. C'est intéressant ce que vous dites. Vous avez travaillé donc, beaucoup dans l'industrie, vous collaborez avec le PASCA pour la société Medline. Medline en quelques mots. Alors c'est une entreprise qui fournit du matériel médical et chirurgical qui est composé de 300 salariés en France, au Châteaubriand. Et là, ils connaissent en fait, suite à une enquête QVT, ils avaient vraiment envie d'optimiser à la fois au niveau technique leur organisation, mais au niveau humain aussi. Donc en fait, c'est pour ça que Pascal m'a sollicité pour plus l'accompagnement sur la dimension humaine en fait. Donc c'est votre mission principale. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous leur apportez qu'ils n'avaient pas? Alors en fait, il faut savoir que ce sont des équipes qui n'ont pas bougé depuis 30 ans, qui n'ont pas connu d'évolution depuis 30 ans. Donc ça veut dire que là, ils ont beaucoup de choses à apprendre en fait au niveau comportemental, en fait, posture. Parce que en fait, comme ils n'ont pas connu énormément de changements majeurs, eh bien, il faut que les managers notamment apprennent à communiquer, à écouter, le droit à l'erreur. Guillaume parlait tout à l'heure du droit à l'erreur. Si les managers n'autorisent pas leurs collaborateurs à se tromper, eh ben, ils n'innoveront jamais. Ils n'essaieront jamais. C'est le cas chez Eric Bourgogne, voilà. Julien. Donc en fait, c'est c'est accompagner les managers sur comment faire confiance à ses collaborateurs, comment leur donner la parole, comment les inciter à innover, à créer, comment, oui, voilà, c'est
c'est tout ça en fait, on les accompagne sur ce champ-là. Qu'espèrent-ils justement de cette conduite du changement? Alors, ils espèrent justement qu'on fasse grandir toute l'équipe, hein. C'est-à-dire que les collaborateurs soient plus créatifs, soient plus innovants, soient plus force de proposition, et que globalement, du coup, ça génère une meilleure ambiance au sein des équipes, quoi, en fait. Alors, j'ai une dernière question à tous les quatre et je vous demanderai de répondre de manière assez concise. C'est pas Guillaume. Quels sont avec, je plaisante bien sûr, quels sont avec le retour d'expérience que vous avez les clés pour un déploiement organisationnel et de conduite du changement réussi? Allez-y, Christine. Moi, je dirais qu'il faut du temps en fait. Il faut du temps, il ne faut pas lésiner sur le temps que ça prend. On peut faire quelques petits pas et puis tomber, chuter. Donc il faut se servir de ces expériences, de ces échecs pour rebondir, mais il faut surtout du temps. Ouais. Du temps. Et surtout aussi, je dirais aussi, parce qu'on est dans notre microcosme quand on est dans une même entreprise, et se faire accompagner par des gens qui sont de l'extérieur, ça peut avoir aussi un intérêt. Merci. Jean-Baptiste. Je dirais c'est sur la partie l'organisation distribuée, c'est-à-dire que ce soit, je rejoins, que ce soit les gars du site, que ce soit porteur du projet, et pour que ça marche, ça, c'est donner une vision claire de l'espace d'initiative qui est donné. Et nous, on a la chance d'avoir, comme on a fait 10% de croissance par an, on a plutôt dit que les jeunes pousses, c'est plutôt sur les sites qui vont déployer l'idée, pas au siège. Et donc, c'est autant de bras armés qui, même s'ils n'ont pas 20 ans d'expérience, même si ce n'est pas les moustachus du métier de la logistique, peuvent prendre du début à la fin un projet, de l'intuition jusqu'à la réalisation, et c'est quoi votre truc. Et donc, la réussite, c'est la réussite du site, c'est pas la réussite du service innovation. Donc, cette dimension distribuée est quelque chose de très puissante. Il y a un inconvénient, c'est que en termes de mise à l'échelle, l'appropriation d'un site, l'aventure qu'ils ont vécue, c'est quelque chose qui résonne parfois, qui a du mal à résonner pour un site à 800 km. Je comprends. Et on préfère vivre tout ce cycle d'aventure plutôt que de faire un copier-coller. Très bien. Intégration. Julia. Peut-être ce qu'on peut ajouter aussi, c'est un état des lieux au départ, en tout cas sur cette notion de conduite de changement, sur l'aspect un peu plus humain et social, c'est d'où on part. C'est-à-dire que les bases, elles doivent être saines. Quand on s'engage dans un changement vraiment très important, il faut être sûr que les conditions soient réunies, que nos équipes soient prêtes, que le manager soit prêt, qu'il y ait déjà certaines bases avant d'y aller, ou alors peut-être d'adapter des actions qui sont déjà à mener avant d'arriver à cette phase de développement du projet. Ouais, merci Julia en tout cas pour votre retour d'expérience. Guillaume, pour conclure. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Deux mots, pragmatisme, simplicité, donc faire, mesurer et apprendre. Ça c'est concis. Félicitations Guillaume. J'apprends vite. Question du public, on peut se donner 2 minutes et après on passe à notre invité, notre grand témoin aussi de cette convention. Qui a des questions? N'hésitez pas, sinon on échange au cocktail. Attention, je suis commissaire priseur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé vendu. Applaudissements pour nos intervenants.